Le FMI est pointé du doigt aujourd'hui à Bakou, où se tient la COP29 sur le climat par 59 organisations nationales et internationales pour mettre en péril les forêts vitales de Madagascar. Elle dénonce la décision du FMI d'accorder un prêt de 321 millions de dollars à Madagascar au titre de la résilience climatique, alors que le projet d'autoroute est totalement contradictoire avec cet objectif. Les délestages tournants reprennent de nouveau, a annoncé la JIRAMA. Si les problèmes d'électricité dans le pays ne seront résolus qu'avec la réalisation de projets à long terme, selon les politiciens, ces projets ne semblent pas encore prêts à être lancés d'ici 2025. L'État préfère investir dans l'achat d'équipements pour la JIRAMA, selon le projet de loi de finances 2024. Le FMI, Fonds monétaire international, est pointé du doigt aujourd'hui à Bakou, où se tient la COP29 sur le climat par plus d'une cinquantaine d'organisations nationales et internationales pour mettre en péril les forêts vitales de Madagascar. Elle dénonce la décision du FMI d'accorder un prêt de 321 millions de dollars à Madagascar au titre de la résilience climatique, alors que le projet d'autoroute Atanagiv-Thomas est totalement contradictoire avec cet objectif. Si pour ces organisations nationales et internationales, le financement climatique est crucial et que Madagascar a même besoin d'un soutien plus élevé, elles s'alarment par les plans actuels qui menacent d'entraîner la destruction de forêts primaires à grande échelle, des plans qui sont en totale incohérence avec le financement du FMI au titre de la résilience climatique. Elle souligne que ce financement doit être conditionné à la protection des forêts qui sont vitales pour la résilience que le FMI cherche à soutenir. Le tracé prévu par l'autoroute traverse deux aires protégées, Anzozorbe-Angav et le corridor Ankayen-Zamen, qui abritent plus de 10% des forêts primaires restantes. En dépit des alertes, aucune révision officielle n'a été annoncée par le gouvernement et un deuxième projet, la route du soleil nord-sud, qui menace d'autres zones protégées, a même été annoncé. Or, la construction de routes en forêt tropicale est une cause majeure de déforestation massive, comme le montrent les données mondiales, ont rappelé les OSC. Ces OSC ont soulevé des questions sur la manière dont ce prêt a été négocié, sachant que les forêts de Madagascar sont essentielles pour l'approvisionnement en eau et la production hydroélectrique qui représentent 60% du mix énergétique du pays. Et que sont le rôle des forêts pour la régulation climatique régionale, le maintien de l'humidité et la stabilisation des précipitations et des ressources en eau, la résilience climatique de Madagascar s'effondrera. Elles ont également souligné des interrogations sur les raisons pour lesquelles les consultations avec la société civile ont été si limitées et précipitées et sur les raisons pour lesquelles le FMI ferme les yeux sur la gravité des projets en cours, à savoir l'augmentation de la dette du pays au nom de la résilience climatique tout en laissant les forêts être saccagées. Pour elle, le FMI ne doit pas accepter qu'un gouvernement financier pour la résilience climatique mène un projet d'autoroute totalement opaque, lancé sans permis social et environnemental, sans évaluation environnementale et sociale complète, sans véritable consultation publique et qui va à l'encontre des engagements de Madagascar en matière de protection des forêts et de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique. Ce projet est en outre incompatible avec des cadres nationaux tels que la Charte de l'environnement, le décret Messier, mise en compatibilité des investissements avec l'environnement et le Code des aires protégées. Elles exhortent ainsi le FMI à revoir les conditions environnementales et sociales liées à la facilité de résilience et de durabilité en exigeant le respect des aires protégées et le respect des normes internationales pour la conduite de grands projets d'infrastructure, à engager des consultations systématiques, réelles et approfondies avec les organisations malagasy de la société civile sur les conditionnalités des programmes financiers actuels et futurs et les impliquer dans les étapes de suivi et d'évaluation. Aux autorités de Madagascar, ces organisations ont demandé de s'engager pleinement dans le respect intégral des aires protégées. Elles appellent les autorités à montrer l'exemple en réalisant la première évaluation environnementale et sociale stratégique complète dans le pays.
Par ailleurs, elles exhortent à une révision des projets routiers en cours et à l'ouverture d'une réflexion stratégique sur des alternatives durables telles que la modernisation des infrastructures existantes et du réseau ferroviaire. Ces organisations plaident également pour une transparence accrue en rendant publics les itinéraires exacts, les sources de financement ainsi que toutes les informations nécessaires pour garantir la responsabilité publique. Enfin, elles encouragent l'instauration d'un dialogue constructif avec la société civile et les ONG afin d'identifier les meilleures solutions conciliant préservation de l'environnement et développement durable du pays. Elles interpellent tous les bailleurs et les partenaires internationaux pour qu'ils fassent de la préservation des aires protégées un point central de leur dialogue avec Madagascar et des conditionnalités de financement. Les problèmes d'électricité dans le pays ne seront résolus qu'avec la réalisation de grands projets tels que Saoufki et Vouloubé, ont affirmé les politiciens. Cependant, ces projets majeurs ne semblent pas encore prêts à être lancés d'ici 2025. Le gouvernement malgache semble plutôt se concentrer sur l'achat de matériel pour la Jirama, selon le projet de loi de finances 2025. En effet, une enveloppe de 562 milliards d'ajars sera allouée à des investissements dans le secteur énergétique, notamment pour la mise en place de parcs solaires d'une capacité de 250 MW, l'installation d'un parc éolien ainsi que l'achat de panneaux solaires destinés aux foyers. Les politiciens rappellent pourtant que le projet Saoufki, avec une capacité de production estimée à 450 MW, pourrait à lui seul couvrir jusqu'à 35% du déficit en électricité du pays. Ces deux grands projets ont été suspendus. Le projet Saoufki, qui dispose d'une capacité de production de 450 MW, pourrait résoudre 35% des problèmes énergétiques de la Jirama. Quant à Vouloubé, il y a Vouloubé 1 et Vouloubé 2. Le projet Vouloubé 1 devrait être agrandi, mais son développement a été stoppé car il ne présente aucun avantage pour les parties prenantes du projet Vouloubé 2. La suspension de ces projets est le résultat de la mauvaise gouvernance des dirigeants. En effet, la BAD, la Banque mondiale et le FMI se sont retirés de ces initiatives, ce qui témoigne de l'inefficacité de la gestion, c'est de la mauvaise gouvernance, car le gouvernement exige des bénéfices excessifs de la part des producteurs. Restaurer la confiance des partenaires qui se sont retirés reste pourtant difficile, selon les explications. Réattirer ces bailleurs de fonds et regagner leur confiance s'avère difficile. Les négociations de financement ainsi que les études de faisabilité et environnementale pour ces projets ont été menées sous le régime de Razonarmapian. Le régime suivant aurait dû simplement reprendre le flambeau et poursuivre ces projets car tout était déjà clair. La réalisation du projet Saoufki devait durer 7 ans. Si le projet avait été mené à bien dans les délais, en 2025, nous aurions déjà dû disposer de 450 MW achetés à des tarifs compétitifs de 3 à 5 centimes. C'est là que réside leur mauvaise gouvernance. Les coupures d'électricité connaissent actuellement une nouvelle recrudescence. Sur les réseaux sociaux, la Jirama a annoncé aujourd'hui un déficit de production électrique, l'obligeant à mettre en place des délestages tournants d'une durée de 2 heures. Cette situation résulte de plusieurs facteurs. Des problèmes techniques ont entraîné l'arrêt des 2 groupes électrogènes fonctionnant au carburant à Ambomalaboul, tandis qu'une autre machine à Manj 16 ne pourra être opérationnelle qu'à partir de ce soir. Par ailleurs, la baisse du niveau d'eau à Andégalek, liée à la saison sèche, aggrave encore davantage la situation. La journée mondiale de la télévision est célébrée aujourd'hui, mettant en lumière cette plateforme incontournable qui offre une diversité de contenus. Que ce soit à travers des programmes variés, des vidéos, des magazines, des émissions de divertissement, d'éducation, de culture ou d'information, la télévision reste un moyen d'accès privilégié à une multitude de formes d'expression.
Malgré la croissance rapide des technologies et des réseaux sociaux, les artistes de tout horizon demeurent liés à la télévision, qui continue de jouer un rôle essentiel dans la diffusion de la culture et de l'information. La télévision reste un premier moyen d'échange avec notre public. Elle est conçue pour éduquer et partager la culture. En tant qu'artistes, il nous incombe de façonner cette culture et cet art pour notre audience, tandis que la télévision et les médias ont la mission de les diffuser au monde. Bien qu'il y ait les réseaux sociaux, la télévision demeure le moyen le plus proche pour rester connecté avec les spectateurs. Les journalistes évoluant dans le domaine de l'information ne peuvent pas non plus se passer de la télévision. Le journalisme est une profession noble, mais également difficile. Cela fait longtemps que j'exerce ce métier et je souhaite le meilleur à tous ceux qui évoluent dans le secteur de la télévision. Ce travail est exigeant. Bien que beaucoup pensent que travailler à la télévision soit facile, ils ne réalisent pas les défis auxquels nous faisons face en coulisses. À mes collègues, n'oublions jamais que nous avons une mission d'éducation et qu'il est essentiel de rester vigilant sur de nombreux aspects de notre travail. Rappelons que la télévision a fait ses débuts vers 1884 dans les pays développés d'Europe et des États-Unis. La 8e édition du Tsenaben Fizaantan, ou TBF8, et la toute première édition du Tsenaben Nyasatanan, ou TBA, ont été officiellement débutés aujourd'hui. Ces deux événements mettent en avant les richesses du tourisme interne et l'artisanat malgache. Le TBF8 se concentre sur la promotion des sites touristiques et des services dédiés au tourisme local, tandis que le TBA valorise le savoir-faire artisanal de Madagascar. Ces initiatives visent à renforcer l'attractivité du pays et à encourager un nombre croissant de touristes. Ces événements contribuent à la croissance du tourisme en améliorant les services, le transport et d'autres secteurs essentiels du pays, car Madagascar a un besoin de développer son attractivité touristique. La promotion internationale de Madagascar constitue une étape clé pour atteindre cet objectif. Très bientôt, nous nous rendrons en Pologne, à Varsovie, pour participer à un Tsenaben Fizaantan afin de faire découvrir Madagascar au monde et d'attirer davantage de touristes dans notre pays. La 8e édition du Tsenaben Fizaantan et la toute première édition du Tsenaben Nyasatanan s'étendront sur 3 jours. Freund Kitsch, un tournoi de football à 9 organisé par la plateforme Les Amis de l'Allemagne, se tiendra le 30 novembre prochain à 8h au stade Elegoko Plus, au Bypass. Cet événement a pour objectif de rassembler des participants passionnés et des spectateurs pour célébrer l'amitié entre les deux pays à travers un moment de convivialité et de compétition amicale. Freund Kitsch comptera la participation des ambassades des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Indonésie et de la Grande-Bretagne, ainsi que d'institutions malgaches, de l'Association sportive de la présidence de la République, de APS MADA, de FC Diversity et d'autres partenaires encore.